Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, oui, pour le débriefing de WWE SmackDown. Et oui, j'avais fait un WWE SmackDown la semaine dernière où j'avais été plutôt content. Bon, tout n'était pas parfait, hein, mais j'avais été globalement content. Est-ce que la WWE m'a laissé dans une bonne impression? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir dans ce débriefing. Allez, je préviens juste quand même que ma voix peut être incitée, soit du putaclic. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va parler forcément d'un homme qui est en train d'hurler. Un homme qui est en train d'hurler. Et un homme qui est au milieu. Voilà, il a des doigts. C'est pas le doigt que vous pensez, hein, clairement. Et on va en parler avec d'autres matchs, comme d'habitude. Allez, on y va donc avec le vif du sujet. On va commencer donc avec ça. Et oui, Cody Rhodes est colère. Et oui, Cody Rhodes est colère. C'était donc l'heure de la signature de contrat entre John Cena et Cody Rhodes. Donc Cody et John donc, étaient présents pour parler contrat, pour parler papier, pour parler tout simplement. Et il s'est avéré que Cody, eh bien, donc est arrivé en premier. Il a commencé à faire un peu un bilan, un petit peu de ce qui s'était passé. Il est revenu notamment sur le Rock. Il est revenu notamment sur sa victoire face à Roman Reigns. Et par la suite, eh bien, il a notamment dit que s'il a fait une erreur, c'est bien évidemment le fait que il aurait dû finir le job concrètement. Mais c'est normal, parce que l'homme en face de lui était un homme populaire, apprécié, et c'est le catcheur, il le dit, le plus aimé de l'histoire, John Cena. Et il finit tout simplement par prendre un stylo et de signer le contrat pour ainsi dire. John Cena arrive et là il dit bon alors assis-toi parce que j'ai un truc à te dire. Déjà ok. Et là il te dit bon je vais être bref. Je ne serai pas présent au SummerSlam. Bon, déjà pourquoi? Et il explique qu'en fait il a tourné il a tourné un film ou une série je sais plus. Sur Netflix, et donc Netflix est au courant, enfin il a tourné une série ou un film, et il dit que concrètement il est trop fatigué, et il peut pas lutter pour ainsi dire, il peut pas être à 100%. Alors il dit oui, écoute, je te donnerai un match, hein, tu le mérites, mais là aujourd'hui c'est mort, que ce soit à Paris ou à Perth, donc en Australie, je sais plus quand c'est le sera de pay-per-view. Et donc il dit voilà, il remercie, donc il continue des banalités en expliquant des banalités en tout genre. Et finalement, eh bien, Cody Rhodes en a marre d'entendre les bêtises de John Cena, finit par l'attaquer. Au début, il y a une petite domination de John Cena parce qu'il répond. Mais par la suite, eh bien, il y a un coup de ceinture, tentative de coup de ceinture de la part de John. Cody récupère la ceinture, lui met un coup de ceinture, le force à signer le contrat. Et par la suite, eh bien, donc il y aura un street fight. Il explique que ça sera un street fight. Alors, je vais revenir sur le street fight. Alors déjà, j'aimerais en parler d'abord de ce qui s'est passé. Alors, la WWE avait opté sur l'idée de se dire, alors c'est très intéressant ce qui a été proposé par John Cena parce que, en fait, c'est une année de dire, non, écoute, moi je peux pas être là. Pourquoi je peux pas être là? Parce que écoute, et finalement ça fait référence au fait qu'il est jamais vraiment là en fait. Enfin si, il était là ces dernières semaines, il était rarement là. Et ça explique parce qu'il a des tournages, parce qu'il a des choses à faire, il a des trucs professionnels à régler. Et je pense que ça c'était intéressant parce que ça voulait dire clairement, le catch professionnel, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais très clairement ce n'est plus ma priorité. Et ça, c'est intéressant parce que forcément, pour tous les fans de catch, c'est un peu un fuck-off à tout le monde. C'est-à-dire qu'on attend un Cody Rhodes, John Cena, et lui, il te répond ah non, mais je suis trop fatigué pour venir. Et ça, c'est quand même assez fort. Et le truc, c'est la réponse de Cody qui me gêne un peu. Alors, on peut comprendre la raison, parce que je pense que la WWE ne voulait pas faire un long discours en mode vas-y je vais faire un discours de 20 minutes où Cody va péter un plomb etc.
Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est deux choses. Un, c'est à ce moment-là, quand tu as un truc comme ça, bah, il faut une autorité supérieure. L'autorité supérieure, ça reste Triple H. Voire Adam Pearce à la limite. Adam Pearce, voire Triple H. Adam Pearce aurait dû dire à John Cena, par exemple, pop, 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 pop. Excuse-moi, hein, mais le match, il est officiel. J'ai le pouvoir de le rendre officiel. Donc si tu ne le signes pas, je vais faire en sorte que ce match deviendra officiel. Donc après, c'est toi qui vois. Soit tu signes et après, bah voilà. Mais alors à ce moment-là, la signature de contrat n'a pas lieu d'être. Ou alors, tout simplement, tu peux avoir un Triple H qui débarque derrière lui, qui regarde John Cena en train de rentrer, et il regarde, il fait, et à ce moment-là, il lui dit de retourner. Et il s'avère que Triple H arrive sur le ring, Cody Rhodes arrive, donc mais c'est le combat qui a lieu, et il se passe que, en fait, Triple H prend le contrat, le donne à John Cena, Cody le signe, il le prend, il part. Là, ça aurait été un truc du style, bah voilà, Triple H est en train de regarder et ça aurait pu être un espèce de sorte de fuck-off au Rock, puisque nous, on est en train de dire, voilà, on est tous des pro-hunters, pour ainsi dire. Mais t'aurais pu aussi faire un système un peu mental, c'est-à-dire, eh ben dis donc, t'es vraiment un... Je pensais pas que tu... John Cena qui abandonne, c'est étonnant, voilà, bon, ok, bon, John Cena qui abandonne, et tu peux avoir justement John qui fait non, j'abandonne pas, mais comment ça, j'abandonne, j'ai jamais abandonné, bah si, t'abandonnes là, côté un peu mind game, etc. Là, ça a été un peu la solution de facilité, mais après, ça peut se comprendre, je veux dire, quand il te reste 5 minutes de temps d'antenne, t'es un peu obligé de faire un peu avec les moyens du bord. Mais je trouve que Cody, ça manque de quelque chose. Ça raconte pas assez quelque chose. Je vais être sincère avec vous, ça raconte pas assez quelque chose. Je veux dire, moi je m'attendais à autre chose. Alors la décision de dire je ne serai pas là au SummerSlam, c'est pareil, enfin c'est bizarre. Enfin, après, c'est pour jouer son côté heel, mais en plus la signature de contrat en général, elle n'a pas lieu d'être. Parce que le match est déjà officialisé. Donc de toute façon, qu'il les signe ou qu'il ne le signe pas, ça change rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ce qui aurait dû se passer, c'est je signe le signature de contrat aurait pu aligner la stipulation, par exemple. Avec, finalement, Cody et John qui sont là pour désigner, puisqu'il y avait un street fight. Donc ça peut être la chose, voilà. Pour le cas du street fight, alors les gens ont... D'ailleurs, j'ai expliqué, voilà, ouais... bah, le street fight en lui-même, il a pour objectif donc de créer un match sans disqualification. Je vais pas vous mentir, j'ai mon petit doigt, enfin mon petit nez, mon petit doigt qui me dit que John Cena va être aidé par quelqu'un. Alors il y a deux hypothèses. Moi l'hypothèse que je crois pas, c'est Seth Rollins, pour la simple et bonne raison que si tu veux faire perdre un titre à quelqu'un, tu fais partie de CM Punk. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour ma part, attention, c'est ma part, c'est que je pense que John Cena va être aidé par un homme dont on sait que... Alors certes, il a un peu calmé le jeu ces derniers temps, mais de mon point de vue, je pense que John Cena va être aidé par Randy Orton. Parce que Randy Orton va certainement intervenir, porter un RKO sur Cody Rhodes, et ça va entraîner un punt kick pour éliminer Cody Rhodes, puisque je vous le rappelle, Cody est en tournage pour le film Street Fighter, tout comme Roman Reigns d'ailleurs. Donc, de mon point de vue, il ne peut pas être à la fois, je crois que le tournage a lieu au Japon, il ne peut pas à la fois être au Japon et à la fois être aux États-Unis. Ça va être un peu compliqué. Et on a longtemps crié. Alors, les gens vont me dire, oui, mais c'est pas grave ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, Sio, qu'il ne sera pas là à Clash in Paris. Alors, il peut passer des têtes, hein. Mais si son tournage... Alors, je vais regarder un truc. Alors, Street Fighter
Début tournage. Peut-être qu'on a la date du... Non, je parle pas de celui-là. Très bien sorti. Alors, ne devrait pas débuter en 2020. Ah, ça c'est intéressant. Le projet a été retiré. Là, j'ai pas l'information. C'est un peu dommage. Reboot recrute. J'essaie de vous trouver des... Alors, le film est censé sortir le 20 mars 2026. Après, une aperçu IA, bon, ça après... Bon, bref, j'arrive pas à trouver le début du tournage. Parce que... Mais je crois que ça c'est à peu près au mois de août-septembre. Donc, qui dit août-septembre veut dire que, bah, concrètement, pour Paris, ça va être compliqué. Ah, même s'il peut être là, hein. Mais ça veut dire qu'il y aura John Cena qui sera là. Alors on peut imaginer quelque chose. Mais je vois bien Randy Orton porter un RKO, un punt kick. Soit tu l'élimines au SummerSlam, soit tu... Surtout que ça va se jouer très rapidement, puisqu'on sera au mois d'août, il restera 3 semaines. Tu fais un Randy Orton, Cody Rhodes à Clash in Paris. Et finalement, eh bien... Alors, après, vous allez me dire, oui messieurs, attends, le problème, c'est que si tu fais ça, le gros problème, c'est que les Parisiens vont pas vouloir huer Randy Orton, donc ça va être un peu la merde. Alors peut-être, mais en réalité, je pense que Randy Orton va forcément exécuter son turn incessamment sous peu. Si c'est pas au SummerSlam, ça sera à Clash in Paris. Si c'est pas à Clash in Paris, ça sera après. Parce que le match, en fait, le street fight impose des interventions. Il reste peut-être aussi une éventualité. On sait qu'il y a une rivalité qui se créerait avec Roman Reigns. Peut-être que Roman Reigns viendrait prêter un coup de main à Cody Rhodes en mettant un Superman Punch, puisque je rappelle hein, que John Cena a quand même porté un Double A sur lui. Il mettrait un coup comme ça, et par la suite, eh bien, John Cena et Roman Reigns s'écarteraient et reviendraient incessamment sous peu. Ça peut être une possibilité aussi. Et on aurait un John Cena, un Cody Rhodes, Roman Reigns. John Cena interviendrait pour coûter le match à Roman Reigns, qui pourrait coûter la situation. On peut l'imaginer aussi. Alors, on sait qu'il devrait affronter Braun Breaker, Roman Reigns. Mais après, pour la suite des événements, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Donc, pourquoi pas? Donc, ça peut être une éventualité. Mais vous savez, j'ai fait un stream il n'y a pas longtemps, et beaucoup de gens disaient que le SummerSlam serait la fin du règne de John Cena. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je vais me le répéter, les gens qui croient à la victoire de Cody Rhodes, il faut que vous compreniez une chose. Moi, je m'en tape de qui va gagner, qui va perdre. La réalité, c'est que si John Cena venait à perdre ce titre, il perdrait l'objectif principal de sa storyline. C'est-à-dire que John Cena a pour objectif depuis quelque temps de prendre la ceinture et de l'emmener avec lui à la moment où la retraite sera posée. Si tu enlèves cette ceinture, ça veut dire que John Cena n'a plus de raison d'être là. Alors oui, tu vas le faire tourner autour des ceintures, peut-être, pourquoi pas. Mais en fait, tu ne vas pas l'aider, en fait. Donc il faut qu'il garde cette ceinture pour que dans le final, c'est-à-dire le dernier moment où on le retrouve, eh bien ce moment-là lui oblige, bah, tout simplement, peut-être le deuxième dernier show, entre guillemets, genre l'avant-dernier show, de dire voilà, parce que là tu peux pas. Là ça va être trop compliqué. Vous imaginez bien que John Cena, il va pas passer sa vie à... non, ça marchera pas. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas marcher. Après, est-ce que Cody reprendra la ceinture? J'en sais rien. Mais en termes de qualité, en termes de ce que vous proposez, il faut quand même être logique. Et là, quand même, là, ça risquerait d'être un peu illogique. Parce que oui, vous allez me dire, oui, mais Randy Orton, il peut... Oui, Randy Orton, Cody Rhodes, peut-être à Clash in Paris, pourquoi pas. Mais oublions pas un détail, John Cena, dans cette histoire, n'aurait plus de ceinture. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de John Cena? Alors, Monsieur Hawkins a parlé notamment de la rédemption de John Cena. Vous pensez réellement que que les fans de catch, le jour où, je sais pas, il va faire... Parce qu'il peut faire ce qu'a fait le Rock, hein. Notamment à l'époque, dans les années 90, dans les fin 90, début 2000, c'est-à-dire qu'il va porter un rock bottom sur Shane McMahon et coûter justement et revenir dans le peuple. La réalité, c'est que oui,
Mais c'est qui le chef? Ce serait le Rock. Oui, mais le Rock n'est pas là. Le Rock est absent. Si le Rock venait à revenir et que ça pouvait apporter, pourquoi pas? Mais là, le Rock est absent. Il n'est pas là. Et son absence, je vais envoyer un postillon, mon gars. Son absence pose un vrai souci, pour ainsi dire. Voilà. Bon, allez, on va passer à la suite avec ça. Alors, je crois que vous voyez très bien, là. Ouais, vous voyez très bien. Alors, on va revenir sur ça. Alors, on va revenir quand même sur le fait que, bah, avant le début de l'émission, on a eu donc, on était dans le parking, et il s'est avéré que il y a eu un accident de voiture impliquant les membres du NFT, donc les mecs à droite, à gauche. Et Katie Kelly a voulu essayer de trouver des informations. Et à un moment donné, on a imaginé que c'était Jacob, donc les forces de l'ordre américaines ont emmené, comment il s'appelle, Jacob Fatou, a emmené Jacob Fatou. Et ils ont donc, ils l'ont fait. Après, au moment donné, Solo Sikoa, il est arrivé, il a fait ouais, mais moi, je vous l'avais dit, moi, quand il est plus dirigé, pas digéré, dirigé par moi, ben il fait n'importe quoi, c'est quand même vachement compliqué, il est quand même sacrément, voilà, bon, bah, je vous dis la vérité, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Et par la suite, eh bien, il y a la police qui arrive, il libère Monsieur Fatou, puisque Jacob Fatou n'avait rien fait, il était innocent. Et il s'avère qu'il arrive donc sur le ring, il s'en prend donc à tout le monde. Et par la suite, eh bien, on a Solo Sikoa qui apprend donc qu'il aura un match en cage contre Jacob Fatou pour le titre des États-Unis. Alors, permettez-moi de vous dire quelque chose. Les gens ont... Alors, la raison pour laquelle d'ailleurs on a tout de suite... En fait, on va la faire très courte, c'est Solo Sikoa qui a fait une connerie. Et en fait, il est rentré dans le tas des autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ça a fait ça? Parce que les gens ont dit, mais attends, pourquoi? Pourquoi? Pour éviter des suspicions. En fait, si tu avais laissé cette rivalité perdurer, les gens auraient imaginé que, en réalité, Solo Sikoa s'était fait, on va dire, cartonner par une personne. Et là, ça pue. Là, ça pue parce que finalement, tout le monde aurait été là en train de dire ah bah finalement, il a pété un. Voilà, il y a un agresseur, un mec qui est face, ou je sais pas quoi, qui s'en prend à la NFT. On aurait tous dit Roman Reigns, il y en a qui auraient dit, je sais pas, des lutteurs samoans, il y en a qui auraient dit Cody Rhodes, il y en aurait même des gens qui auraient dit CM Punk. En fait, tout le monde aurait cherché la personne qui aurait causé ce qui s'est passé, voire Jey Uso par exemple. Je donne des exemples comme ça. Donc il faut casser le truc. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça. Donc c'est la raison pour laquelle il est arrêté. Hein. Il n'est pas arrêté parce que... Non, il est arrêté pour que les gens se disent ah, bah en fait, la personne qui a fait cet incident, cet accident de voiture, c'est en fait Solo Sikoa. Et en fait, Solo Sikoa, pour éviter de se faire attraper, il a fait la fin. Parce que, a priori, c'est Tamatonga, je crois, ou Tangaloa, qui lui a forcément s'est blessé. Il avait cette blessure, donc ça pouvait l'innocenter. Après, la vérité, c'est qu'il y avait derrière, il y avait Beefape et je crois qu'il y avait les Street Profits qui étaient juste derrière. Et ça veut dire que bah, la voiture de Solo Sikoa a été cartonnée, oui, sauf qu'il a fait un carton dans le parking en fait. Il a fait un truc. Donc voilà. Après, pour l'histoire de la match en cage. Quel dommage. Pourquoi un match en cage? Alors la raison, je la connais. Parce que tu veux pas d'intervention extérieure. Donc t'évites les interventions extérieures de Hikuleo, je ne vais pas l'appeler comme on veut, parce qu'au bout d'un moment, Tamatonga et donc JC Matteo, donc Jeff Cobb. Et l'autre côté, bah, Jimmy Uso n'interviendra pas. Moi, ce que j'aurais fait, très clairement, et ça aurait été très drôle, vous êtes dans ce délire de police. Moi, j'aurais fait un police match. Un police card du reverse match ou un truc comme ça. C'est-à-dire que la personne que vous mettez, que vous arrêtez, en fait, vous avez des policiers qui sont autour, ils sont en train de se battre, vous mettez un gros fourgon de police, vous mettez 2 policiers, et il s'avère que quand vous mettez le mec dedans, bah au final il part en tôle. Ça aurait été rigolo. Ça aurait pu faire valoir ce qui s'est passé.
Et ça aurait pu être sympa. Et dedans, t'aurais pu voir, je sais pas, une matraque. T'aurais pu voir, par exemple, une matraque. T'aurais pu voir des menottes. Ça aurait été très, très révélateur. Et puis, ça aurait été original et très intéressant. Match en cage, c'est un peu vu. Après, au niveau du segment, c'est un segment en fait, c'est dommage parce que le segment, moi, je trouve qu'il est globalement banal. C'est-à-dire que c'est un segment pour t'annoncer un match. Mais en fait, le truc, c'est que l'impact qui fait que c'est très fort, c'est parce que Jacob Fatou détruit littéralement tout le monde. Enfin, avec Jimmy Uso. Donc moi, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, pour ainsi dire. Voilà. Donc, je ne suis pas dégoûté de ce qui s'est passé, parce que le match, le segment, voilà, il est impactant. Mais ça reste pas le segment de l'année, on va dire. Voilà. Ensuite, on a... ça par contre, j'ai voulu le mettre en valeur parce que c'était pour les ceintures par équipe. Donc, il fallait désigner un challenger. Donc, ils étaient 4. Les DIY, les Motor City Machine Gun, Ray Phoenix et Andrade que vous voyez ici. Et enfin, Fraxium. Alors, le match était exceptionnel. Le match était grandiose. Alors, pourquoi pas ils n'ont pas mis les Street Profits? Ça, j'ai pas trop compris. Mais franchement, c'est pour moi un des matchs les plus impactants que j'ai vu depuis très longtemps. Très très bon match de la division tag team qui vraiment a fait un boulot de dingue. Franchement, on peut pas... SmackDown a une qualité, c'est qu'ils ont une division tag team de folie en ce moment. Mais quel dommage d'avoir choisi une équipe. Donc Ray Phoenix et Andrade. Moi, j'aurais été à la... Alors certes, ils vont avoir un match la semaine prochaine, donc on peut imaginer peut-être une intervention, ce qui va faire que peut-être à ce moment-là, il va y avoir quelque chose. Peut-être que c'est pour exécuter un heel turn d'Andrade envers Ray Phoenix et créer justement un match au SummerSlam. Peut-être. Mais la réalité, c'est que moi, je milite pour un Fatal 4-Way avec les Street Profits inclus dedans et les Wyatt Six, les Fraxium, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah ouais, non mais il faut. Parce que quand tu vois un match comme ça, tu es en train de te dire, c'est le match de l'année. C'était incroyable. Fraxium a été énorme, tout le monde a été énorme. Mais c'est dommage de ne pas avoir fait un... Je ne sais pas s'ils peuvent faire un 5-way. Parce que 5 équipes, je ne sais pas comment tu fais ça. Mais tu peux créer un 5-way, t'en as d'autres tag team match. En se disant, on va mettre 5 équipes et l'équipe qui fait river. Voire même avec un 4 count anywhere. J'exagère un peu, mais voilà. Mais s'ils ont pour optique de faire un heel turn à Andrade, parce que Ray Phoenix ne sera pas un heel turn, ça peut s'expliquer. Mais après, moi, je veux voir toutes les équipes au SummerSlam. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont dit, oui, c'est pas bien, pourquoi c'est pas au SummerSlam? Parce que peut-être qu'ils ont prévu quelque chose. On ne sait pas. Donc voilà. Au niveau des autres rencontres, on va en parler. Alors là, par contre, vous ne verrez pas. Je vais mettre comme ça. Alors, au niveau des choses intéressantes. Alors moi, le match Damien Priest, Carmelo Hayes était plutôt bien. Voilà, j'ai plutôt apprécié. C'est vrai que l'intervention d'Aleister Black est quand même vachement subtile. Et je trouvais ça assez sympa. Pour le cas de Alba Fire, Stephanie Vaquer, bon, bah, ça t'amène tout simplement très prochainement à ce que je vous disais. Nikki Bella n'était pas là, mais a priori... D'ailleurs, je crois que Piper Niven affrontera Stephanie Vaquer dans peu de temps. Donc voilà, c'est pour faire patienter. Et pour ce qui s'agit d'Alexa Bliss, alors... J'ai beaucoup aimé ce match parce que bah, souvent c'est le face. Le face il est globalement assez cool. Là c'est vrai que c'est la première fois qu'un face, enfin c'est rare de voir un face intervenir et avoir un regard un peu badass. Donc ça c'était cool. J'aime beaucoup l'équipe Flair Bliss que je trouve très sympa. Ça peut penser à MVP Matardi, à ces équipes un petit peu de brick et de broc où tu te dis mais ça va jamais aller ensemble. Mais finalement leur association est très intéressante. Donc au final, moi j'ai envie de dire, j'ai été plutôt satisfait de ce qu'a proposé Alexa Bliss. En tout cas, Charlotte Flair en tout cas a fait un bon match. Raquel Rodriguez a fait un bon match. Roxane Perez a été là, elle est intervenue un petit peu. Mais franchement, c'était assez sympa pour ainsi dire. Pour le cas d'Aleister Black, on va en parler. J'ai un petit bémol, c'est la non-présence d'R-Truth. Mais après, je peux comprendre, il a cette rivalité avec Damien Priest dorénavant. Ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, c'est que oui, il a perdu. Mais là, regardez, il est l'homme debout, il s'en sort.
Et pour ce qui s'agit de Damien, bah, le match contre Carmelo Hayes, il est très bien. Alors, je trouve qu'il est plus en réaction qu'en action, Damien. Mais après, si ça peut mettre en valeur Melo, que je trouve trouvé très bien dans ce match, c'est pas mal. En tout cas, c'était très intéressant. Et les matchs étaient très agréables à regarder. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Ah, c'est ça quand on regarde pas. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire finalement de ce show? Alors, on a l'impression... En fait, c'est bizarre. On a l'impression qu'ils ont du contenu. Parce que tu le vois, il y a du contenu. On peut pas dire qu'il n'y en a pas. Ils ont un très bon match par équipe. Mais ils ont des directions qui laissent songeur, si vous voulez. La technique de Solo Sikoa qui se fait agresser. En fait, posez-vous juste une question, d'accord? Je vais vous poser la question. Quand vous faites quelque chose, dans le catch, c'est très simple. Pour qu'une storyline fonctionne, il faut que ce que vous mettez dans la storyline, en fait, quand vous allez tout assembler, vous allez comprendre là où la personne veut en venir. C'est aussi simple que ça. Dans le cas, par exemple, de Solo Sikoa. Enfin, Solo, donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision, donc il y a un carton, il y a un accident de voiture où il est impliqué. À la fin, donc, Jacob Fatou arrive, il est arrêté, etc., etc. À quel moment ça a une valeur? Puisqu'à la fin, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Solo Sikoa a fait une bêtise, il a certainement loupé une sortie, il y a eu un carton, et Solo Sikoa a été tout simplement accusé pour ça. Vous inquiétez pas, hein, c'est storyline, machin. Le truc, c'est que Solo Sikoa, après, quand il a fait tout ça, est-ce que la storyline, ça vous a avancé? On a un match pour le titre, mais il y avait 10 000 façons d'avoir un match pour le titre. T'as des 10 000 façons, c'est comme... Vous voyez, regardez, Charlotte Flair est allé voir Adam Pearce et il a pu avoir son match de championnat. Donc on peut avoir des matchs de championnat facilement. Prenons le cas de Cody Rhodes, John Cena. Ça a été fait avec un King of the Ring. Bon là, c'est de contrat. Donc il y a plusieurs façons. La question que je vous pose, c'est pourquoi avoir fait ça? Parce qu'au final, en fait, c'est pas que tu retournes à la case départ. Je vais pas aller jusque là. C'est qu'au final, Solo Sikoa, bah, il est arrêté. Ça fait rire. Alors ça fait amuser la galerie. Ça, on peut pas l'enlever. Mais après, je veux dire, en fait, le truc, c'est que moi, je me rappelle à une époque, on me disait Solo Sikoa, c'est le digne successeur d'Umaga, etc. Est-ce que vous pensez réellement que ça, c'est quelque chose qui est digne d'Eddie Fatou, dit Umaga? Non. Donc, ça manque un peu de cohérence. Vous voyez ce que je veux dire? T'as quand même un clan, t'as quand même un truc. Et là, à part faire rire tout le public de San Antonio, il n'y avait rien d'autre. Pareil, John Cena, Cody Rhodes. L'idée, je la comprends. L'idée, je la pige. C'est-à-dire de dire, c'est John Cena qui dit, j'ai tellement de taf à cause de mes projets cinématographiques que je ne peux pas être présent, donc je ne serai pas là. L'idée n'est pas déconnante, ça crée du hit, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en aller jusque-là? Et pareil, c'est pas ce que dit John Cena qui me gêne. C'est connard. Ce qui me gêne, c'est la réponse. Cody répond, en fait, on a l'impression que John Cena, il peut refuser tout et n'importe quoi. Oui, mais pourquoi? Encore une fois, le Rock étant pas là, ça manque de quelque chose. Encore, John Cena aurait pas eu ce match au SummerSlam avec l'intermédiaire du Rock. Le Rock serait venu en disant, le Rock aurait envoyé un message, voilà, j'ai un message du Rock, tu ne peux pas lutter parce que tu es trop fatigué. Honnêtement, ça aurait été intéressant. Et là, cette tire de contrat, elle est contre le fait que, on va dire que le Rock, eh bien finalement, il est contre les décisions même de TKO en fait. Il est contre la décision de TKO. TKO a dit, tu te reposes. Donc le Rock lui a dit, tu te reposes. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Et là, quand vous voyez ça, vous vous dites, ouais, il a signé en fait. Alors, la différence entre Solo Sikoa et ça, c'est que forcément, ce contrat, il faut qu'elle ait lieu. Mais il y a plusieurs façons de le faire et ça me manque un peu. Pareil, vous voyez,
il y a, il y a- il y a- ça manque de beaucoup de choses. Et j'ai le sentiment que la WWE a voulu faire simple, mais encore une fois, se sont pris les pieds dans le tapis, ça a été assez compliqué. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous prenez Raw. Raw, il y a de la cohérence dans ce qu'ils font. Il y a de la cohérence. Le gauntlet match est cohérent. Vous voyez, on a proposé un gauntlet match pour désigner le challenger de Gunther, avec notamment les interventions. Et en plus, eux, ils ont perdu un truc lourd, c'est que Seth Rollins s'est blessé. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés de réadapter toute leur rivalité, parce que malheureusement, il y a un coup de bambou qui est arrivé. Il y a notamment d'autres événements, avec notamment le Bailey, Lara Valkyria, qui était exceptionnel. Voilà, ils se sont dit, tiens, on va faire comme ça. Moi, j'aurais été à la place de la WWE, j'aurais fait un Fatou Jimmy Uso. Ça aurait été large, il y aurait eu une intervention de Solo Sikoa à un moment donné, et tu aurais pu faire un triple threat d'ailleurs avec Jimmy Uso qui aurait traîné autour, voire même à la limite. Après, il y a eu peut-être une attaque. Jacob Fatou et Jimmy Uso s'en occupent de lui, et par la suite, il y a Jacob qui réussit à l'éliminer et qui gagne le match. Et le Steel Cage match n'est pas non plus super intéressant. Voilà. Donc finalement, je ne suis pas si ravi que ça. C'est pas mauvais, hein, on va pas non plus râler non plus, mais c'est loin des standards de ce que doit proposer la WWE. Et ça, c'est bien dommage. Après, on le sait, ils ont peu de temps pour gérer le PLE. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais concrètement, en tout cas, moi, ce que je peux constater aujourd'hui, c'est qu'on a un Raw exceptionnellement puissant et un SmackDown qui a du mal à suivre. Et ça, c'est pas possible. Si vous voulez des bons shows, il faut que les deux shows soient forts. En plus, la hype était là. T'avais John Cena, t'avais Cody Rhodes, t'avais plusieurs choses intéressantes, t'avais un Fatal 4-Way. Il y avait des bons ingrédients pour faire les choses bien. C'est quand même dommage. Voilà. Voilà donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Ciao tout.